Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la queen de la communication dans le mariage, j'ai nommé Sarah de Nona Paris. On a parlé communication évidemment, réseaux sociaux, relations presse, intelligence artificielle, tout y est passé, mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter. Hello Sarah, bienvenue dans Wedding Divan. Hello Magali, merci de m'accueillir. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est-à-dire tout le monde, sauf nous deux, on est au deuxième enregistrement aussi là. Oui. On a galéré la semaine dernière, on a reprogrammé du coup. Oui, c'était l'enfer. C'était mieux. Bienvenue, en tout cas je suis ravie de t'accueillir. On ne se connaît pas du tout. Non. Donc je vais te découvrir en même temps que les auditeurs et les auditrices de Wedding Divan. Et justement, pour les gens comme moi qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours, nous dire un petit peu comment t'es arrivée dans le mariage, etc. Enfin, vas-y, raconte-moi tout. Longue histoire. Alors, je m'appelle Sarah Casta et je suis donc la double fondatrice de Nona Paris, qui est la première agence de communication pour les professionnels du mariage, et de Casa Amar, qui est une marque de bijoux perlés pour les mariés et leurs invités. Mon parcours, alors si tu veux, après mon bac, j'ai fait une année pour rien à la fac, comme souvent. Ok. J'ai fait un espèce de double parcours histoire, tu sais pas trop pourquoi, et espagnol, parce que j'ai des origines espagnoles et on verra après dans mon parcours, je suis très proche de la Catalogne, etc. Et au final, ça s'est fini que c'était que de l'espagnol, parce que j'allais qu'en espagnol. Donc voilà, et au cours de cette année, j'ai bien vu que ça m'allait pas, et en fait, depuis mon année de bac, je voulais faire de la com. Alors parce que c'était un peu à la mode, ça commençait à arriver et tout, machin. Quelle année Non. J'ai eu mon bac en 2011. Donc ça a commencé. Tu es jeune, j'ai eu mon bac en 2000. Tu vois le truc ou pas? Ouais. Voilà, ça te rajeunit d'un coup là. Un petit peu. Donc en fait, ça devenait, c'est vrai, un peu à la mode, mais j'aimais bien l'événementiel à l'époque, j'aimais bien tout ça. C'est vrai que ça me faisait un peu rêver, mais bon, je me suis dit, je vais faire de la com. Donc j'ai intégré une licence information communication que j'ai d'abord fait. Je fais une première année à Nice et après je suis allée à Paris. Et en fait, je suis tombée dans le mariage pendant ma première année d'infocom, puisqu'il me fallait faire un stage. Et j'ai fait un stage chez une wedding planner. Je suis sortie de ce stage en me disant que je ne serai jamais wedding planner. Bizarrement. Voilà, parce que c'était pas possible. Mais j'ai adoré le mariage. En fait, pendant mon stage, je me rappelle, je devais référencer les photographes et tout, et là, je suis tombée sur les photographes. Et en fait, j'ai adoré les reportages, les différents univers. Enfin, vraiment, j'ai découvert tout un monde, et je me suis dit, non mais... En fait, c'est resté dans un coin de ma tête. Je me suis jamais formulée à ce moment-là, je vais faire de la com dans le mariage, parce que déjà, j'ai un peu inventé le truc, tu vois, donc à l'époque, voilà. Mais l'univers du mariage m'a vraiment contaminée à ce moment-là. Et alors, pourquoi t'as pas voulu être wedding planner? Parce que... Ah non, pas du tout. Alors, je crois déjà, je suis trop, je suis trop dans l'affect, trop dans tout, et du coup il y avait des mariés qui appelaient en panique et tout, et moi j'avais envie de pleurer, tu vois, parce que des fois il y avait tellement c'est tellement important, il y a tellement des histoires de famille, de machin et tout, que c'était pas possible. Je peux pas, j'allais pleurer tout le temps. Non. Et puis t'as plus d'été, t'as plus de week-end, t'as plus pas du tout de non. Mais bon, moi j'ai su. Enfin, tu vois, j'ai essayé, j'ai dit, parce que mon stage c'était 1 mois, ça s'est transformé en tout l'été. Et en fait, c'était super en stage, mais je me suis dit, je serai jamais wedding planner, les gars.
Non merci. Et du coup, mais c'est quand même resté dans un coin de ma tête le mariage, donc j'ai commencé à regarder les blogs, à regarder les événements qu'il y avait, enfin voilà, et tout en continuant ma licence Infocom à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? J'ai fait un stage dans la mode en tant carrément presque entrepreneur, parce que les patrons m'avaient laissé dans la boutique et tout. Ils m'avaient laissé les clés et tout. Et donc, j'avais fait relations influence et tout. Et je crois que là aussi, ça m'a mis la petite graine de j'aime bien travailler toute seule. Enfin, j'aime bien avoir les rênes du truc. Et j'ai continué mes études. J'ai fait un master en management du luxe, une première année en école de commerce. Et je suis partie en stage et en année de césure à Barcelone. Ma vie a bien évolué parce que j'ai rencontré mon futur mari, n'est-ce pas? Et j'ai rencontré une influenceuse qui cherchait une assistante. Et c'est comme ça que moi, je me suis installée à mon compte, déjà, pour commencer. C'est pour travailler avec cette influenceuse. J'ai travaillé avec elle pendant 1 an. Et en fait, je savais qu'après cette année de césure, ça c'est un truc que j'ai jamais dit, je devais retourner à Paris pour finir mon master 2, ma 2e année de master. Ça, personne ne sait. Et donc, pour retourner à Paris, je me suis dit, bon, t'as ton activité d'indépendante, tu travailles avec cette influenceuse, mais j'avais besoin d'aller plus loin, de faire autre chose. J'avais toujours le mariage en tête. Je voyais un peu qu'il y avait des besoins en communication et tout, machin. Bon, je savais pas dans quoi je mettais les pieds, mais go. Et j'ai envoyé, il me semble, 13 mails à 13 créatrices de robes de mariée. Tu te souviens que c'était 13, c'est marrant. Ouais. Oui, parce qu'en fait, j'ai travaillé avec 10 d'entre elles. Et en fait, j'ai envoyé, je suis Sarah, freelance en communication, gna. Est-ce que je serai à Paris? Est-ce qu'on peut se rencontrer, machin? Donc, cette semaine-là, j'ai rencontré les 13, par contre. J'ai pas arrêté de la semaine quand j'étais à Paris. Et je me suis dit, OK, en janvier, je redéménage à Paris. Il y a vraiment un truc. Parce que, je commençais à signer mes devis et tout, machin. Je me dis, go, quoi, en fait. Je vais créer, si tu veux, une entité. J'appelais pas ça à l'époque une agence de communication et tout, parce que j'ai grandi depuis et ça s'est étoffé. Mais je vais travailler dans la com pour les pros du mariage, en fait. Tout en faisant ma 2e année de master. Ça, mes premières clientes le savent pas, ils l'ont jamais su, parce qu'en fait, je voulais pas. J'étais déjà très jeune, c'était déjà assez compliqué, tu vois, de se faire parce que travailler dans les réseaux sociaux, c'est quelque chose que les gens utilisent, après savoir ou pas, mais utilisent. Donc pour eux, c'est facile et tout. Donc si en plus je disais, en fait, je suis en pleine étude, les gars, là on était finis, tu vois. Donc en fait, je faisais mon master 2 en même temps que les débuts de Nona Paris, du coup. Et j'ai vite compris, en effet, que il y avait un besoin de fou en communication pour les pros du mariage, en fait. Et déjà, dès le début, parce que les 13 mails, j'ai travaillé avec 10, tu vois. Et il y en a avec qui je travaille toujours. Et c'était en 2018. Énorme. Ok. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Parce que là, tu fais pas uniquement les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu fais pour ces... Non, je fais community management, ça oui. Je fais relations presse, ça beaucoup. Parce qu'il y a une vraie demande. Et je fais du consulting, donc soit des one-to-one quand t'es une agence de wedding planner ou un photographe et tout, qui on va dire débute, ou le consulting quand t'as un nouveau service à mettre en place ou t'as besoin de recul sur quelque chose, et donc je t'accompagne là-dessus. Et quel type de clientèle tu as? J'ai pas mal de créatrices de robes de mariée. Ouais. Ça, pas mal, beaucoup. Enfin, j'ai travaillé avec pas mal de créatrices depuis 2018. Wedding planner un peu, dont une que tu connais bien. Un petit peu. Pas voilà, Stéphanie Fayol pour ne pas la nommer. Ouais. Photographe de mariage aussi, j'ai eu un one-to-one, pas mal. Ouais. Mais ma clientèle principale, c'est créatrice de robes de mariée. Ok. Ouais. Intéressant. Ou wedding planner en one-to-one. Et sur les relations presse, comment ça marche? Je te pose pas du tout les mêmes questions que ce qui était prévu, mais tu sais y répondre, c'est ton taf. Oui. Encore heureux. Imagine. Je sais pas. Alors, relations presse, donc déjà, ça va dépendre de ton corps de métier. T'es créatrice de robes de mariée, t'as des temps forts dans l'année. Le premier temps fort, c'est septembre, octobre, novembre. C'est les articles de collection 2000 l'année d'après, quoi. Donc là, en septembre, octobre, on va avoir les collections 2025. Donc, il faut que tu aies ton dossier presse prêt avec la nouvelle collection et ton listing mail avec l'adresse des journalistes prêt
pour envoyer, contacter, etc. Donc moi, ce que je fais, c'est un peu plus facile maintenant pour moi parce que je les connais. Donc il y en a certaines qui m'envoient carrément des mails en me disant Sarah, c'est quoi tes clientes? Envoie les collections, s'il te plaît. Donc j'envoie et c'est vrai que c'est plus simple. Mais sinon, quand c'est des nouveaux contacts, des nouvelles journalistes, j'envoie, je présente je dis qui je suis évidemment, je présente la marque, dossier de presse, contenu photo, et après il y a des phases de relance, hein. C'est pas la passion de tout le monde, mais c'est important parce qu'elles reçoivent tellement de mails qu'en fait, des fois, on a l'impression qu'elles vont jamais répondre et elles vont répondre au bout de 3 ou 4 fois parce qu'en fait, elles ont pas vu le mail ou alors c'est maintenant qu'elles vont faire l'article, donc elles recherchent mariage, nana, et elles tombent sur ton mail, donc elles te répondent à ce moment-là. Donc voilà. Et le but, c'est de te faire publier un peu partout. Hein, donc ça, c'est pour les créatrices. Le deuxième temps fort pour les créatrices, c'est février-mars parce que c'est les collections civiles. Donc là, c'est pareil. Et l'importance dans les relations presse, c'est d'entretenir le lien avec les journalistes. Alors, tout en étant très sincère, évidemment, hein, on manipule pas les gens. Moi, je suis copine avec des journalistes, mais parce que je les aime bien même à titre personnel, quoi. Donc, mais c'est entretenir le lien, c'est envoyer les nouveautés, c'est si elles ont quelque chose de personnel, je sais pas moi, un anniversaire et tout, c'est souhaiter anniversaire. Enfin, tu vois, voilà. Et quand t'es wedding planner, c'est différent. Parce que la presse, comme on l'entend, c'est-à-dire Vogue, Cosmo, etc., va moins publier sur les wedding planners. Soit elle publie des mariages de célébrités, soit dans des lieux fantastiques, soit des fois, et c'est assez rare, il y a des articles avec les conseils des wedding planners. Mais sinon, moi, quand je m'occupe d'une wedding planner en relation presse, je fais une sélection des mariages qu'elle a. Et j'envoie en fonction, souvent j'envoie Harper Bazaar, Brides, il y a des magazines aussi en Angleterre, on cible certains blogs, enfin voilà. Je m'occupe de tout ça en fait, de faire toutes les submissions à rallonge là. Oui, voilà. Moi j'avais fait plusieurs interviews à l'époque, j'en avais fait un pour Elle, mais c'était plus sur les cérémonies laïques parce que ça débutait aussi. Ça n'existait pas encore vraiment en France. J'avais fait Le Figaro aussi. J'avais fait Le Figaro, Elle, et j'avais fait un autre truc. Tu vois, je l'ai zappé tellement c'était pas bien. C'était horrible. Parce que j'ai expliqué mon métier, j'ai parlé et tout. La meuf était super sympa. Et en fait, elle a défoncé la cérémonie laïque en disant que c'était une parodie de la cérémonie à l'église. Elle était contre, en fait. Sauf qu'elle m'a jamais dit ça. Bah non. Et en fait, moi, j'avais cet article dans ce truc. Je sais plus quel magazine. C'était même pas un magazine, c'était un journal, quoi. Je sais plus. Et en fait, elle a dézingué la cérémonie laïque. Et j'étais dégoûtée. Je disais, mais pourquoi elle m'a citée si c'est pourquoi elle est venue me voir? En fait, elle a dit, elle ne m'a pas posé les questions qui étaient importantes par rapport à ce qu'elle disait, en fait. Où j'aurais pu répondre, justement, à du mauvais journalisme. Ouais, c'était dur. C'était dur. Mais à l'époque, c'était la cérémonie laïque parce que ça n'existait pas encore beaucoup et que ça les intéressait, quoi. Bien sûr. Non, ça après, il faut... moi, j'ai réussi à publier ça, Wedding Planner, les conseils, blablabla, tu vois, dans Vogue, ou 10 comptes de Wedding Planner à suivre dans Cosmo, enfin, tu vois... voilà. Mais il faut avoir les contacts, c'est vrai. Il faut arriver au bon moment. Il y a des fois, c'est un peu de la chance, entre guillemets, parce qu'en fait, elles ont un article sur le feu et elles cherchent quelqu'un. Enfin, voilà. C'est ça. Comment la technologie a fait évoluer ton métier dans la com, du coup? J'ai toujours travaillé dans le digital. Moi, j'ai un peu grandi avec les blogs, les machins, les trucs. Donc, c'est vrai que elle a pas trop évolué. Enfin, je sais pas, ou alors je m'en rends pas compte. Et comme j'ai l'habitude de manier tout ça, ouais, c'est un peu ça. J'ai grandi avec. Après, là, il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle, de ChatGPT, tout ça, là, machin. Tout ça, là, machin. Ça a pas l'air de te plaire. Non, si, oui et non. Quand c'est utilisé, en fait, moi, je trouve ça dangereux pour les générations à venir. Surtout ChatGPT et tout, ça t'invite pas à réfléchir, quoi. Des fois, que t'as envie de faire ta légende Instagram parce que t'as la flemme et tout, et tu mets 3 mots-clés, ça te rédige un truc. Toi, quand tu sais le faire par ailleurs, bon, peut-être, si t'as envie une fois et tout. Mais une génération... un enfant, un ado et tout, qui fait ses devoirs sur ChatGPT, moi, ça,
ça t'apprend pas à réfléchir par toi-même, quoi, à part à taper 3 mots-clés. C'est ça qui me dérange. Mais pour mon métier, écoute, moi, je mise sur une communication authentique, sincère et tout. Donc, évidemment, quand je vois les légendes faites par ChatGPT, je le vois à 3 km et demi. Ouais. Enfin, donc, moi, ça me parle pas du tout. Il faut bien l'utiliser surtout parce que... Voilà. Ouais, mais les 3 quarts, ils utilisent pas. Moi, je te le vois à 3 km. J'ai envie de faire une masterclass là-dessus depuis des mois. Il faut que je la fasse. Je te jure, pour leur apprendre à l'utiliser parce que en vrai, c'est, tu vois, la dernière fois, je cherchais avec une de mes coachées une idée de formation. Donc, enfin, pas l'idée de formation parce que l'idée, on l'avait sur la formation, mais pour un challenge gratuit. Et il nous a sorti des trucs, des pépites. Mais parce que le brief était bon, en fait. C'est ça, le truc. Après, c'est bien. Moi, j'ai déjà essayé et tout. Je me suis dit, attends, il faut que j'essaye quand même. Les gens, ils vont croire que du coup, ils sont community managers et qui gèrent trop la communication et que machin. Donc, il faut quand même que j'essaye. Et c'est vrai. Il est fort, tu vois, quand c'est bien briefé et tout. Franchement, c'est bien. Mais, moi, je le vois encore à 3 km, quoi, quand... En fait, c'est une bonne base. Voilà. Mais il faut le remettre à sa sauce. Oui. Et puis, pardon, mais parce que j'ai eu cette conversation justement avec Stéphanie, il y a pas longtemps, on travaille avec des humains. J'ai l'impression de l'entendre. Oui, c'est vrai, hein. Enfin, pardon, mais moi, à la limite, ok, si tu veux, je travaille en digital et tout, mais bon, j'ai quand même des contacts avec mes clientes. Mais une wedding planner... Enfin, qui, par exemple, je sais pas, moi, imaginons un wedding planner, elle fait tous ses mails sur ChatGPT, toutes ses légendes Instagram sur ChatGPT et tout. Comment elle fait quand elle rencontre ses clients en face? Et c'est pas ChatGPT qui va parler pour toi. Donc, en fait, c'est ça. C'est les dérives que ça peut avoir. Mais sinon, quand c'est bien utilisé, franchement... Moi, je l'utilise quasiment tous les jours. Hein. Ok. Mais pas que pour de la création de contenu. Enfin... en fait, je l'aide surtout il m'aide surtout à brainstormer, à réfléchir, voilà, c'est vraiment, moi, c'est un outil que j'utilise beaucoup, pour créer des nouvelles choses, pour réfléchir avec moi, enfin, c'est assez drôle parce qu'il réfléchit pas, lui, il me sort des trucs, mais ça m'aide beaucoup, moi, à réfléchir. Ok. Et tu mets quoi comme brief, par exemple? Là, par exemple, tu vois, sur les interviews, je vais lui dire, voilà, j'ai Sarah qui va venir, donc elle fait ça dans la vie. Enfin, je lui explique vraiment qui est ma cible, c'est important. Qu'est-ce que je veux dire dans le podcast, etc. Et donc, il me sort des questions. Je les utilise pas toutes, mais vraiment, des fois, ça m'aide. Ouais, ok, d'accord. Après, sur la création de contenu, ça va être pareil. En fait, à chaque fois, je lui dis la cible, je lui dis le ton que j'utilise, je lui dis ce que je veux dire dans chaque post. Je lui explique mon objectif surtout, voilà, pour chaque post, et je lui demande des idées en fait par rapport à ça. Par exemple aussi sur une offre, tu vois, je vais lui dire ok, parce que moi, enfin, quand tu vends une offre, t'as tendance à la présenter tout le temps de la même façon. Oui, c'est vrai. Et donc du coup, je lui demande est-ce que tu pourrais me trouver d'autres idées de façon de la présenter, et ça, c'est vachement bien parce qu'il t'en trouve. Non, et puis même, ça te permet aussi des fois de prendre du recul. Ouais, exactement. Parce qu'en vrai, on est chacun seul de notre côté, tu vois. Même moi, de mon côté, que ça soit Nona ou Casamar, toi, du coup, ça permet d'avoir du recul. Comme on n'est pas en équipe, on n'a pas de collègues à côté de nous, dire t'en penses quoi, gna gna. C'est vrai que utiliser comme ça peut être bien. Ouais, après, moi, j'ai des assistantes avec qui je leur demande t'en penses quoi. Donc ça m'aide bien. C'est vrai. mais pour le coup, ouais, il y a ça, il y a plein de trucs. Tu vois, par exemple, sur l'offre, je peux lui dire, ok, là, j'ai traité d'une problématique sur cette offre-là, mais est-ce que t'en vois d'autres? Et donc, du coup, ça te permet d'aller chercher d'autres façons de communiquer. Donc, c'est vachement bien. Est-ce qu'on peut revenir 2 minutes sur le dossier de presse? C'est quoi les informations principales qu'il faut mettre dans un dossier de presse pour vraiment donner envie à un journaliste? Alors, le plan typique, c'est la marque, l'histoire de la marque et tout. Là, si tu as bien travaillé ton histoire, normalement, elle va toucher les personnes. Il va y avoir un truc, et je pense à une des marques que je gère, c'est Maison Roula. C'est une maman et sa fille qui ont fondé la marque. Maison Roula?
Ouais, Maison Roula. C'est une marque de robe de mariée. C'est quoi comme origine, ça? Parce que... C'est libanais. Ah ouais? Ouais, la maman s'appelle comme ça. Ah, c'est la maman qui s'appelle comme ça, ok. Parce qu'en arabe, roula, ça veut dire... comment dire? Ça veut dire un peu maline, tu vois? Ouais, bah elle est maline. Ouais, non. C'est drôle. Après, ouais, elle est libanaise, donc elles sont libanaises. Peut-être que en libanais c'est la même, parce que c'est Peut-être, je leur demanderai. C'est très drôle. Et si tu veux, bah c'est ça en fait. Le cœur du dossier de presse, c'est la marque fondée par une maman et sa fille. Donc il y a des choses qui reviennent, c'est-à-dire Roula, on l'appelle maman Roula dans chaque phrase et tout. Elle s'appelle maman Roula. Enfin voilà. Donc l'histoire de la marque. Les actualités, si par exemple tu as ouvert une boutique dans l'année, etc. L'histoire de la collection, quand tu es créatrice de robe de mariée. Et après, en termes d'image, pour les créatrices de robe de mariée, c'est tout le lookbook de chaque modèle avec la description du modèle et les prix. En fait, dans un dossier de presse, surtout quand tu vends un produit, donc créatrice de robe de mariée, bijoux, etc. Il faut être le plus précis possible quand tu décris tes produits, mettre le prix. En fait, il faut qu'il y ait le plus d'informations possible sans que ça fasse 46 millions de pages pour pas que la journaliste elle ait à te renvoyer un mail, à te dire combien ça coûte, c'est quoi le tissu. Déjà, ça les a saoulés. En fait, elles vont préférer mettre 2 robes de la même marque parce qu'en fait, il y a toutes les infos, plutôt que d'en mettre une seule de cette marque où il y a toutes les infos et aller chercher les infos de l'autre, tu vois. Donc vraiment, pour que déjà ça fonctionne, il faut qu'il y ait le plus d'infos possible dans le dossier de presse. Après, voilà, le plan, c'est ça, c'est donc la marque avec l'histoire de la marque, les actualités, l'histoire de la collection, lookbook, quand tu vois un produit. Wedding planner, c'est différent. Moi, en tant que wedding, quand je fais des relations presse wedding planner, on n'a pas vraiment de dossier de presse parce qu'en fait, tu publies les mariages et tout, donc c'est différent. Mais si tu veux en faire un, c'est ton histoire, tes valeurs et après portfolio de quelques mariages que tu as fait, tu vois. Ok. Est-ce qu'il y a des stratégies de communication que tu trouves plus efficaces que d'autres pour promouvoir les pros du mariage? Alors, toujours pareil, moi je mise sur la sincérité, l'authenticité, des stratégies, c'est-à-dire tu vas suivre un peu l'algorithme, donc réel, carrousel, enfin voilà, par exemple, pour parler d'Instagram. En fait, il faut aussi coller au corps de métier, c'est sûr, mais à ta personnalité en fait. Je vais jamais dire à quelqu'un qui a horreur de se montrer de faire des réels et des stories face cam et t'es obligé et c'est comme ça parce que sinon ça va pas marcher. Certes, il faut quand même savoir qui se cache derrière le compte parce que encore une fois on travaille avec des humains. Mais en fait, si t'y arrives pas, si c'est pas ta personnalité, ça va se ressentir et en fait pas possible. Tu vois, ça va pas le faire. Ta stratégie elle va pas marcher, tu vois. Mais après, évidemment, oui, essayer de faire le plus de réel quand l'algorithme est en mode réel à fond. Là, ça va être carrousel, go, tu vois. Tu vois, moi, les contenus qui ont le plus marché, c'était les contenus vraiment faits avec le cœur et des fois, c'est plus long que le réel de 90 secondes maximum parce que sinon, gna gna gna. Et en fait, c'est ce qui a le plus marché, tu vois. Parce que c'est fait avec le cœur, parce que t'as un vrai message, parce que tu réponds à un vrai besoin. Et avant de parler de stratégie qui fonctionne, et ça je le vois beaucoup en one-to-one parce que c'est pas fait, c'est de définir ton persona. Mais pas genre, moi mes clientes c'est les femmes de 20 à 30 ans qui habitent à Paris. Oui d'accord, alors super. Mais en fait, elle fait quoi dans la vie? C'est quoi ses habitudes? Elle sort où le soir? Tu vois? C'est quoi son vrai besoin? Est-ce qu'elle a vraiment besoin d'une robe sur mesure ou est-ce qu'en fait, elle va s'acheter 3 robes et, enfin, tu vois? Vraiment détailler. Et c'est comme ça aussi que tu vas construire une stratégie efficace et qui va fonctionner en combinant ta personnalité et ce avec quoi t'es à l'aise, parce que voilà, il y en a, elles sont hyper à l'aise en face cam et tout machin, et d'autres pas du tout. Et ton persona répondre aux vrais besoins, quoi. Et pas juste être un peu trop vague, tu vois. Mais ça, je le vois encore beaucoup, hein. Mais oui, il y en a. Ouais, mais en fait, elles ont l'impression d'avoir fait le persona, mais comme tu dis, elles ont pas creusé, quoi. Non. Tu vois, l'autre jour, j'ai accompagné une wedding planner qui lance son agence et elle m'avait décrit son persona, voilà, couple, nanana. Je lui dis, mais en fait, ils font quoi dans la vie? Ils sortent où? Ils ont quoi comme passion dans la... Enfin, tu vois, c'est quoi leur problématique? Est-ce que elle a plus de temps que lui à accorder au mariage? Et pourquoi? Et comment tu vas les aider? Et gna gna gna.
Et là, ok, là, on a un vrai persona. Parce qu'en fait, c'est comme ça aussi que ton contenu va être efficace. Parce que tu vas dire, ok, mon couple, là, c'est quoi son problème? Ah, tiens, elle a plus de temps que lui, donc peut-être que moi, je vais plus m'adresser aux femmes, aux futurs mariés. Ou peut-être que c'est un type de clientèle qui va dans des lieux un peu plus huppés et tout. Peut-être que demain, je vais aller boire un verre et mettre une story dans un lieu huppé et machin. Et en fait, ça va donner envie. C'est idiot, mais bon, c'est comme ça, en fait. Non, mais clairement. Enfin, moi, je sais que la plupart de mes clientes idéales, elles adorent Friends. Et moi, j'adore Friends. Bon, après, voilà, souvent, ta cliente idéale te ressemble quand même. Dans mes newsletters, j'ai toujours un gif de Friends. Oui, voilà. Parce que je sais que ça leur, tu vois, ça leur parle. Voilà. Donc, oui, il y a plein de choses comme ça, ouais, à prendre en compte, effectivement. Voilà, c'est comme ça. Moi, je suis plus, tu vois, je suis très, je viens du sud de la France, je suis assez chaleureuse, machin, tu vois, je parle avec les mains. Mes clientes sont un peu comme ça aussi. Très méditerranéenne, voilà. Exactement. Eh oui. Donc des fois, ça m'arrive, je mets des musiques latino, machin, gna gna, enfin, tu vois, bon. Oui. Go, quoi. T'as raison. Est-ce que tu peux partager avec nous un projet dont tu es particulièrement fière? Ah ouais. J'en ai deux. Ouais. Non, c'est trop bien. Non, mais c'est bien, ça permet, ces questions-là, ça permet de prendre du recul aussi, parce que des fois, t'es tellement la tête dans le guidon que tu te rends pas compte. Le premier projet, c'était pour une marque qui a fermé l'année dernière pour des raisons personnelles, c'est Adélie Métayer. Je savais pas qu'elle avait fermé. Eh oui, créatrice de robes de mariée. C'est trop triste, mais bon. Et en fait, c'est une campagne, je pense, qui nous a marqué toutes les deux. C'est la campagne 2019 qui s'appelait Mi Familia. Et donc, je gérais, je gérais l'organisation et la mise en place du shooting. Et en fait, on est allé au fin fond de l'Andalousie. Donc ça, les shootings, t'aimes bien? Ah ouais, j'adore. Ah oui, ça, les shootings, j'adore. C'est vrai. Je fais du stylisme et tout. Tu vois, je fais le stylisme de référence masterclass, par exemple. Ok. Donc Mi Familia, donc l'idée c'était de construire une famille, et donc j'ai casté membre par membre la famille au fin fond de ce village en Andalousie. Donc la grand-mère, le grand-père, la maman, le papa, machin. On avait les deux modèles évidemment, et en fait on a fait ça, et c'est un des plus beaux shootings de la marque. Et c'est la première fois, il me semble, qu'on a eu un article dans Vogue pour Adélie Métayer, pour le lancement de la campagne. Et ça, c'était, tu vois, de le réfléchir en amont avec Adélie, qui avait une identité extrêmement forte, qui savait très bien où elle allait. Enfin, voilà, c'était fou. Et puis de caster ces gens, enfin, tu vois, de chercher, machin, et de le mettre en place et de le voir prendre vie. C'était trop bien. Enfin, franchement, voilà. Et puis après la consécration, t'as l'article pour le lancement, le jour du lancement de la campagne, t'as Vogue qui publie la campagne. Et moi, c'était 1 an après le lancement de Nona Paris, donc c'était chouette. Tu m'étonnes. Tu devais être contente. Ah ouais, j'étais contente. Et le deuxième, c'est de voir des créations de Maison Roula sur le tapis rouge à Cannes. Wow, magnifique ça aussi. Alors comment t'as fait ça? On fait de l'influence avec Maison Roula, donc dans l'année, on contacte plusieurs influenceuses, des stylistes aussi, qui travaillent avec des célébrités, des influenceuses, etc. Et donc l'année dernière, je crois, on en avait 3, il me semble, en Maison Roula. Je regarde un peu du coup pendant que tu me parles. C'est une très belle marque. Je les aime beaucoup. Donc voilà, je redis, tu vois, je suis très méditerranéenne, je suis très dans l'affect. Donc très souvent, je vais te dire que j'aime beaucoup les marques pour qui je travaille. Et c'est vrai, j'ai une vraie affection pour les marques. Tu vois, ma toute première cliente, c'est Amarildine, Géraldine Simonet. C'est ma cliente historique, je l'appelle. Parce que c'est elle qui a signé le premier devis de Nona Paris. C'est quelqu'un que j'adore, et voilà. Et Maison Roula, c'est une autre relation. Lina est un peu plus jeune que moi. Donc, tu sais, c'est un peu, je sais pas, on s'entend très bien. Et je trouve que c'est l'exemple de la résilience même, tu vois, parce que c'est une maison qui a été fondée il y a plusieurs années à Beyrouth. Il y a toujours les ateliers à Beyrouth. En 2020, le port de Beyrouth qui explose. Donc tout l'atelier qui vole en éclats. Et au lieu de se dire, on arrête tout, non, en fait, on va refaire naître la marque à Paris. Et go, quoi, tu vois. Ouais, et là, elles ont leur boutique dans le 6e arrondissement. Enfin, c'est fou, quoi. J'adore. Mais en tout cas, c'est très beau. Je suis allée voir, c'est magnifique.
C'est quoi les plus grands défis que tu rencontres aujourd'hui dans ton métier et comment tu les surmontes? Des plus grands défis, c'est une bonne question ça. Gérer l'humain déjà. Parce que bon, les mariés c'est quelque chose, mais les produits mariage, vous êtes bons aussi. Hein. Écoute, faut bien. Oui, non. C'est les plus grands défis. C'était beaucoup au début, un peu moins maintenant, parce que j'ai acquis ma notoriété, ma légitimité. Mais c'est de faire comprendre que les réseaux sociaux, c'est un métier. Et pas juste, oui, on peut tous publier sur Instagram, et oui, voilà. Mais moi, c'est moi, j'ai fait des études. Déjà, on va commencer par là. J'ai fait des études. Ça me prend du temps aussi. C'est pas inné, c'est pas parce que c'est mon métier que ça y est, c'est inné. Ça me prend du temps, c'est un savoir-faire. Je me forme tout le temps, tu vois, je lis des articles, Instagram Business, gna 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 gna. Donc ça, faire comprendre que c'est un métier, c'est sûr. Et je crois que c'est ça en fait mon défi principal, l'humain et faire comprendre que c'est un métier, un vrai métier. Comment tu choisis tes clientes? On se choisit mutuellement, je dirais. Elles te connaissent comment, du coup, sur Instagram? Ouais, c'est Instagram. Parce que je me suis vite démarquée. Déjà parce que j'étais l'une des seules à faire de la com pour les produits mariage. Ça m'a bien été aussi en 2018, je crois. Juste avant que je lance vraiment Nona Paris, il y avait le Wet Challenge. Je sais pas si tu te rappelles de ça. C'était en quelle année? 2018. C'était au Palais du Pharo. J'étais partie du mariage. J'ai fait une pause 2017-2019. C'était au palais du Pharo. C'était un bel événement. Hein. Donc, il y avait des conférences et tout. Et moi, je me suis retrouvée par un hasard conférencière là-bas. Donc, ça a aidé aussi à me rendre visible au tout début. Et après, vraiment, Instagram. Mon identité aussi, ce logo rose, là, que tout le monde remarque. Tu vois, les premiers... Je me souviens d'un dîner. J'étais invitée à Paris par une marque de joaillerie. Et une photographe, quand je me suis présentée, je dis, je suis Sarah de Nona Paris. Elle m'a dit, mais c'est toi le logo rose. Et en fait, c'est comme ça, tu vois, je vais à la Love, etc. J'ai un gros manteau rose. Ah, vous étiez Nona Paris, non? Voilà. Ça, c'est le branding aussi, hein, oui. Branding. Là, je l'ai pas, mais tu vois, la semaine dernière, j'avais mon rouge à lèvres rose. Là, il est 9h du mat, là, j'ai dit. Mais très, très souvent, dans les événements où je suis en tant que Nona Paris, j'ai ce rouge à lèvres rose parce que j'aime bien, hein, c'est pas de l'obligation. J'aime bien, ça me correspond bien. Et, c'est du branding. En fait. Si, t'as les ongles roses, là, un peu. Oui, j'ai les ongles roses, oui. Oui, quand même. Mais, c'est du branding, en fait. Et donc, c'est comme ça, elle me trouve sur Instagram, soit, parce qu'une de mes clientes publie un article et dit merci Nona Paris, tu vois. Donc, tiens, qui c'est Nona Paris, gna 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 gna. Bouche à oreille aussi. Quand je suis recommandée par des personnes importantes dans le monde du mariage, déjà, ça fait toujours plaisir. Quand t'as des blogueuses ou même des wedding planners qui te recommandent, quand quelqu'un leur dit, voilà, cherche quelqu'un pour la com et tout, va voir Nona Paris, tu vois. Donc, voilà, comme ça. Trop bien. Écoute, je te propose qu'on passe aux questions que je ne t'ai pas envoyées. Allez. Si tu écoutes un peu le podcast, tu sais qu'il y en a. C'est quoi ton dernier coup de cœur? Enfin, c'est qui ton dernier coup de cœur dans le mariage? Oh, dur. Ah, c'est dur ça. Mon dernier coup de cœur, c'est un photographe que j'aime beaucoup, qui fait des très belles photos et qui travaille sur Référence Masterclass, c'est Matt Kobi. Je connais pas. Ok. C'est lui qui m'a fait ma photo, tu verras, que je t'ai mis là. Matt Kobi, il travaille beaucoup avec Christophe Serrano et il fait de très belles photos. Et après, c'est coup de cœur aussi personnel parce qu'on rigole trop, donc... donc voilà, mais c'est un bon photographe. Et mon coup de cœur de toute la vie absolue du mariage, c'est Stéphanie Fayol. Elle va être contente d'entendre. Ah oui, hein. Bisous, Steph. Bisous, Steph. Ton dernier coup de gueule? Peut-être quand on s'attribue les parutions presse et qu'on ne mentionne pas Nona Paris. Ça m'énerve un petit peu. Parce que je suis évidemment payée pour mon travail, je demande pas le tapis rouge, et voilà, mais juste merci Nona Paris, parce qu'en fait c'est moi qui ai fait le travail. Mais franchement, sinon, j'ai pas trop de coups de gueule. Hein. Puis on travaille dans le mariage. Hein. On n'est pas non plus... on sauve pas des vies, là, tranquille. On est bien d'accord. La plus grosse erreur que t'aies fait dans ton business? Oh là là. Ouais. Mais pour montrer aux gens qui arrivent et même aux gens qui n'arrivent pas, qui sont là et qui se disent que tout le monde est meilleur que ah non, tout le monde fait des erreurs. On galère tous.
regarde, j'ai reçu ma régularisation d'URSSAF, là, j'ai envie de pleurer. C'est vrai? Mais fin, pardon. Bah ouais. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Parce que l'année dernière, j'ai eu le malheur de prendre un congé maternité et d'avoir des indemnités journalières. Et donc, du coup, les gars, on est taxés quand même aussi là-dessus. Donc moi, ça, c'est mon erreur à moi parce que j'étais enceinte et mon cerveau, il a, tu vois, c'était pas possible de gérer toutes ces informations. Mais ça te régularise et voilà, tu vois. Donc, t'as plus d'URSSAF à payer. Donc non, tout n'est pas rose chez Nona Paris, n'est-ce pas? Ma plus grosse erreur, je pense que ça a été de pas me faire confiance dès le début de Nona Paris. Après, c'est aussi la maturité maintenant et voilà, hein, on grandit, on apprend, etc. Mais ça a été de pas me faire confiance et peut-être de me dévaloriser, tu vois, de me dire que qu'est-ce que je fous là. Enfin, tu sais, des fois un peu syndrome de l'imposteur, tout ça. Et peut-être de pas, je suis très mauvaise, gérante financière, quoi. Enfin, tu vois, moi, les business plans, les machins. Les gens créatifs en général, tout ça, c'est compliqué. Non, mais moi, les trucs, les tableaux, la business plan, tu mets des chiffres. Idéalement, ça va se passer comme ça, mais ça ne se passe jamais comme ça. Enfin, il y a un moment. Moi, j'ai fait 2 tableaux prévisionnels cette année qui n'ont rien à voir avec ce que je vais faire cette année. Ouais, non, mais. Donc j'ai arrêté en fait. C'est bon. Moi, voilà, j'ai pas fait de tableau. Je fais pas de tableau prévisionnel, ça. Non, prévisionnel, non. Prévisionnel, non. Par contre, suivi de chiffres, je le fais beaucoup mieux, ça. Oui, voilà. Moi, j'ai appris, parce que vraiment, c'est vraiment un truc, les maths, les chiffres, les machins et tout. Mais ça, moi, j'ai appris, je me cadre pour, vraiment, j'aime pas, je dois jamais de l'argent parce que j'ai horreur de ça. Enfin, vraiment, je fais hyper attention. Donc ça, j'ai appris, hein. Mes tableaux ont un peu évolué, n'est-ce pas? Mais, c'est vraiment pas, je sais pas ma passion dans la vie. Et, je suis moyen, quoi. Mais ça a été donc de vraiment de pas croire que on fait tout bien et que tout est génial, déjà parce que Instagram vs la vraie vie, hein. On montre ce qu'on veut sur Instagram et sur les réseaux sociaux et sur Internet en général. Premièrement, ça a été donc de pas me faire confiance et peut-être de pas assez me faire respecter aussi. Donc je me suis pas mal de fois fait marcher dessus. Donc ça me dérange, enfin ça m'a beaucoup dérangé. Donc du coup maintenant, voilà, après c'est l'expérience, etc. Donc je me suis affirmée et maintenant, on évite de me marcher dessus, n'est-ce pas? Mais ça et la gestion financière et tout. Ok. C'était quand, vers quel âge la pire période de ta vie? 2019. Personnel, c'était une très belle année. Professionnel, c'était horrible. Parce qu'en fait, je rentrerai pas dans les détails, j'ai pas très envie, mais j'ai lancé en parallèle de Nona Paris, de mon Master 2, une autre aventure dans le mariage où j'étais associée. Et ça s'est très mal fini, on a fini en liquidation judiciaire. Donc voilà, le tribunal, tout ça. Ouais, ça, tu t'en serais bien passé. Ouais, après j'ai appris, j'ai tiré des leçons, je sais que je ne serai plus jamais associée à personne. Et pas juste pour cette aventure-là, attention, hein, on a toutes les deux fait des erreurs dans ce projet, mais parce qu'en fait j'ai pas envie d'être associée. Enfin, si je fais ce travail, moi, ce métier, être entrepreneur, c'est vraiment la liberté et faire ce que je veux, moi, quand je veux, et où je veux, et comme je veux, et sans que personne... sans avoir de rendre à compte à personne, parce que quand t'es associé, t'es obligé de rendre des comptes et t'es limité quelque part parce que on est deux en fait. C'est un mariage, hein, l'histoire. Donc voilà, ça a été extrêmement difficile. Et qu'est-ce que tu dirais à Sarah qui a vécu cette période-là maintenant avec le recul? Oh, accroche-toi et tu vas y arriver. Et c'est encore mieux après. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à Sarah dans 10 ans? Sarah dans 10 ans... je suis fière de toi quand même. T'as fait des trucs de ouf. Trop bien. Mais merci beaucoup Sarah, c'était très intéressant. Merci à toi. Et je t'embrasse. À bientôt. Oui, moi aussi, à bientôt. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi et que tu auras appris plein de choses. Si c'est le cas, partage-le sur Insta en nous taguant Nona Paris et moi, ça nous fera trop plaisir. Et bien sûr, tu peux aussi mettre 5 étoiles à Wedding Divan sur Apple Podcast avec un commentaire, c'est encore mieux, ou sur Spotify. Tu sais que c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.